Bonsoir et bienvenue à cette conférence de l'Institut national genevois. Mon nom est Ousmane Ratib, je suis le président de la section des sciences et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence dans un cadre un petit peu particulier puisque nous n'avons plus l'opportunité de faire ces conférences dans le magnifique théâtre des Salons et que ce soir, nous allons vous transmettre la conférence par vidéoconférence. Dans le cadre de notre série sur la créativité, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir la professeure Béatrice Joyer-Prunel, qui est historienne et professeure ordinaire à l'Université de Genève sur la chaire des humanités numériques, qui a été inaugurée en 2019 à la faculté des lettres de l'Université de Genève. Ses recherches portent sur la mondialisation par l'image, l'histoire mondiale des avant-gardes, la culture visuelle et les cultures numériques. Elle a aussi fondé et dirige depuis 2009 le projet Artlas qui étudie les circulations artistiques mondiales avec des méthodes numériques. Enfin, elle dirige entre l'École normale supérieure de Paris et l'Université de Genève le Centre international Imago qui étudie la mondialisation par l'image. Ce soir, elle va nous parler dans le cycle de la création, un sujet qui est tout à fait d'actualité dans l'évolution de notre patrimoine culturel et artistique du XXe et XXIe siècle, avec une présentation intitulée « Quand les machines imaginent ». Elle nous donnera une perspective historique. Et c'est avec un grand plaisir que je vous remercie, professeur Prunel, d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup, professeur Ratti, pour votre invitation, qui est un véritable honneur pour moi, puisque je ne suis à l'Université de Genève que depuis un an, un petit peu plus, depuis septembre 2019. Oui, donc en effet, je suis historienne spécialisée dans les questions de mondialisation artistique, tout en occupant donc la chaire des humanités numériques à cette université de Genève que j'aime beaucoup. Pourquoi les humanités numériques? Parce que pour travailler sur des sources mondiales, nous avons intérêt à utiliser les outils des ordinateurs, qu'il s'agisse de faire des bases de données, des analyses de réseau, des cartographies ou de ce qu'on appelle de la vision artificielle pour pister la circulation des images à l'échelle mondiale. Avec mon équipe, dans le cadre du projet Visual Contagions, qui est financé par le Fonds national pour la recherche, je m'occupe beaucoup et de plus en plus de vision assistée par ordinateur, mais aussi de création assistée par ordinateur. Et c'est dans ce cadre que je vais vous faire cette conférence, puisque je m'intéresse de plus en plus au travail de ces artistes contemporains qui, depuis plusieurs années, se confrontent à ce qu'on appelle communément la vision artificielle, l'intelligence artificielle, que j'utilise en même temps pour mes recherches. Donc, votre invitation est une excellente occasion d'articuler tous ces intérêts, la création artificielle, l'histoire de l'art, mais aussi l'approche sociale et mondiale de la création. Vous verrez pourquoi. Parce que je pense qu'on ne peut pas aborder les images juste comme des images. Je crois que derrière les images, il n'y a pas que des machines, il y a aussi des hommes, des femmes, des logiques sociales, des logiques économiques. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs les artistes contemporains qui créent avec des machines. Je vais y venir plus en détail. Mais d'abord, je vous partage mon écran. La première image que je voudrais vous montrer, c'est une image faite par un algorithme que vous avez peut-être vu passer ou dont vous avez peut-être vu passer des avatars. C'est une image créée par un algorithme appelé Deep Dream que Google a publié en 2015. Qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Vous voyez qu'il reconnaît des images dans les images. Il reconnaît des chiens, des museaux de chiens, des truffes de chiens dans des olives. Il reconnaît des têtes de chiens dans de la sauce tomate. Et il reconnaît des têtes de poisson dans des pâtes d'une espèce d'assiette de spaghettis à la bolognaise. Quand cet algorithme a été publié, ça a été un petit peu l'effervescence dans la presse culturelle internationale. Je vous citerai le journal français Le Monde du 9 juillet 2015. Les œuvres produites par la machine ne sont pas sans rappeler certaines toiles du peintre néerlandais Jérôme Bosch. Fin de citation. D'autres parlaient de surréalisme avec cet effet surprenant de pareidolie, comme quand vous reconnaissez un chameau, un éléphant ou une terrière ou une bataille dans des nuages, quand vous voyez un feuillage ou un massif rocheux et que vous y trouvez un cheval. Salvador Dali, ici comme vous voyez sur cette image, a fait bel usage de ces jeux de trompe-l'œil.
L'intelligence artificielle pour faire mieux, donc mieux que l'art et mieux que les artistes. Voilà même qu'on nous annonçait le prochain Rembrandt, qui fut effectivement dévoilé en avril 2016 à Amsterdam. Une œuvre, et pas qu'une image, une œuvre imprimée en 3 dimensions, basée sur 168 263 fragments de peinture de Rembrandt. Et voici donc que l'intelligence artificielle était peut-être ce nouveau démiurge qu'on attendait depuis si longtemps. Le relais du génie artistique était pris par ces intelligences artificielles, belle manière bien sûr d'auréoler les industries des algorithmes d'une petite aura démiurgique pour laquelle ces dirigeants ont un gros faible. La manière dont l'intelligence artificielle est illustrée le plus souvent l'illustre très bien. Ici, j'ai fait tout simplement une recherche par image de l'expression intelligence artificielle et vous voyez que je tombe sur des nuits étoilées, des espèces de déesses, de vierges qui clignotent, ou des cerveaux qui clignotent dans l'espace. Bienvenue donc dans l'ère post-historique, post-esthétique, la civilisation du post-humain, l'aboutissement du progrès des techniques et des idées. Bienvenue dans l'ère du transhumanisme, la singularité, celle d'une humanité libérée de ses fardeaux, y compris le fardeau d'imaginer de nouvelles choses. C'est tellement difficile d'imaginer de nouvelles choses. Du côté des milieux artistiques, c'est alors l'étonnement, ou un semblant d'étonnement, il faut bien pimenter les rubriques culturelles des journaux. La machine prend-elle la place de l'humain? L'exposition Artistes et robots au Grand Palais à Paris au printemps 2018 est venue à point pour nous rassurer. Je citerai l'un de ces deux commissaires, Jérôme Neutre. Ce que ne font pas ces robots, c'est de créer et d'inventer des mondes. Toutes ces œuvres d'art robotique viennent nous rappeler vraiment que ce qui compte dans le geste artistique, c'est l'idée, le concept. Il y a toujours derrière le robot un homme jusqu'à présent. Fin de citation. Jusqu'à présent, bien sûr, laissons planer le doute tout en notant que M. Jérôme Neutre oubliait qu'il peut avoir aussi une femme derrière un concept artistique. Il y avait certes une question subsidiaire. L'art artificiel allait-il résister au marché? À peine l'exposition du Grand Palais désinstallée, le 25 octobre 2018, le portrait d'Edmond de Bellamy, mis aux enchères chez Christie's, était adjugé 432 500 $, soit 45 fois le prix déjà haut estimé au départ. Même le marché adoubait donc la supériorité de l'art artificiel, si la valeur artistique, bien sûr, est proportionnelle à la valeur financière. Depuis, c'est comme une épidémie. Une épidémie parce que beaucoup d'artistes se mettent aux algorithmes, se mettent à confier leur créativité à des machines. L'ombre d'images achéropoïètes, non créées de mains humaines, n'a jamais été aussi important, qu'il soit suscité par l'industrie de la surveillance ou par des artistes. On continue à s'interroger dans la presse sur ce qu'il reste à l'humanité, si l'intelligence artificielle prend aussi la place du créateur. Puisqu'on avait pu penser que l'imagination était la dernière chose à laquelle les machines ne pouvaient vraiment pas prétendre. Pour l'esthétique, la question de la fin de l'art, qui revient à peu près tous les 30 ans, semble plus d'actualité que jamais. Là, ce serait vraiment la fin. On serait plus capable de faire aussi bien. La machine aurait pris la place de tout jusqu'à la créativité. Vous l'avez compris, je ne crois pas beaucoup à ce récit progressiste. À quoi sert cette histoire d'opposition entre l'humain et la machine? Au minimum, elle accompagne la valorisation des entreprises de développement informatique, dont le premier levier de vente est de nous faire croire que l'intelligence artificielle est la solution à toutes nos limites et qu'elle va émanciper l'humanité. Alors que l'on sait très bien, premièrement, que l'intelligence artificielle n'existe pas, et deuxièmement, que ce qui nous est présenté comme le summum de l'automatisation n'est pas possible sans ce qu'Antonio Casilli appelle le travail du clic, l'intervention de personnes invisibilisées, des développeurs, des développeuses, des taggeurs, des tagueuses mal payées, souvent un travail externalisé dans les pays entre guillemets en développement, des bénévoles aussi qui acceptent de cliquer sur des images pour améliorer tel algorithme de reconnaissance de feux verts, de panneaux de signalisation ou de piétons en train de traverser la rue sans regarder. L'IA, l'intelligence artificielle, en émancipe certains beaucoup plus que d'autres. Et même dans le cadre de la recherche académique, nous savons, nous qui utilisons ces algorithmes, qu'il nous faut des personnes, il nous faut des étudiants qui ont parfois sont payés, parfois sont pas payés parce que bénévoles. Il nous faut des personnes pour taguer toutes ces images que nous allons ensuite, entre guillemets, reconnaître artificiellement.
Le mythe de la machine créatrice plus forte que les humains n'est pas émancipé du récit progressiste hérité des Lumières, le récit de l'autonomisation du sujet grâce au progrès scientifique et technique. Ce récit émancipateur ne tient pas théoriquement, il tient encore moins du point de vue de l'histoire et de ce qu'autrefois on osait appeler les faits. On peut, avec la meilleure technique du monde, se comporter comme des nazis. Restons donc lucides. En revanche, il y a une chose qui est sérieuse et qui m'intéresse, c'est l'attraction des artistes pour la création artificielle. C'est cela qu'il me semble intéressant d'étudier aujourd'hui et donc j'aimerais vous proposer ce soir d'aborder la question sous un angle incarné avec de la chair, des hommes, des femmes, des logiques sociales, des logiques artistiques, des logiques économiques et pas que des images qui clignotent, mais aussi avec de la mémoire et de l'histoire parce que les artistes d'aujourd'hui ne créent pas comme si rien n'avait existé avant eux, surtout d'ailleurs lorsqu'ils créent entre guillemets avec des machines ou laissent les machines créer à leur place. Aujourd'hui, les artistes qui confient leur travail à des machines le font dans des perspectives très diverses. Beaucoup adoptent une attitude engagée, une attitude critique à l'égard des algorithmes dans lesquels trop d'élites placent les espoirs qu'autrefois elles mettaient dans d'autres idoles. Ces artistes illustrent les travers de ce système technique où l'humain importe rarement. Dans son travail avec l'essayiste Kate Crawford, l'artiste allemand Trevor Paglen veut dévoiler, je cite dévoiler, les rouages de l'intelligence artificielle et veut nous en décrire le fonctionnement. Dans d'autres œuvres et dans d'autres textes, les deux dénoncent les biais politiques, genrés et raciaux de l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'ils sont appliqués aux images. C'est ce que fait aussi l'artiste Stephanie Dinkins. Les algorithmes apprennent à décrire le monde à partir de jeux de données qui reflètent en fait une société sans diversité, globalement une société mâle, blanche, d'un certain âge. Et demander à ces algorithmes de nous indiquer des solutions, c'est consolider ce monde injuste qui mériterait plus de diversité. L'activisme numérique se lève contre plusieurs mythes associés à l'intelligence artificielle. Celui de son caractère salvateur, mais aussi celui selon lequel l'IA serait une boîte noire qui nous échappe. À ces mythes, les artistes engagés répondent peut-être par un autre mythe. L'artiste serait capable d'ouvrir la boîte noire et de nous en montrer les ressorts, voire de nous sauver de la boîte de Pandore de l'intelligence artificielle. Mais ces artistes critiquent autant le monde des algorithmes que celui de l'art et sa tendance à valider le discours de l'innovation. Car en effet, beaucoup d'œuvres entretiennent l'aura symbolique de la technologie. On pourrait penser que c'est le piège, par exemple, dans lequel sont tombés ceux qui font de l'art avec des machines dans une perspective expérimentale. Je prendrai pour exemple Robbie Barrett, cet artiste dont les images résulte de la synthèse par un réseau de neurones de milliers de tableaux dont surgit un autre tableau, des milliers de nus dont surgit un nouveau nu. On s'émerveille ou pas de ce que ce nu a de nouveau et à la fois de déjà connu, puisqu'il ressemble à un nu sans y ressembler, tout en nous rappelant les déformations floutées, par exemple, du peintre anglais Francis Bacon. Les algorithmes servent à augmenter ici les possibilités de création de l'artiste qui n'a plus qu'à choisir parmi les résultats proposés par l'IA ce qui semble intéressant à exposer et ce qu'il peut signer de son nom. L'IA devient donc un outil génial et voilà qu'on peut célébrer le nouveau monde imaginaire suscité par les algorithmes. Donc, en effet, l'œuvre entretiendrait l'aura symbolique de la technologie. Cependant, les artistes ne sont pas que des créateurs d'images. Cela pourrait être un piège, que celui des images numériques, le piège de s'arrêter à la visibilité courte de ces œuvres. Elles ont été faites avec des titres, avec des commentaires. Les artistes en font même des œuvres matérielles, des installations, même lorsqu'ils utilisent des écrans. Robbie Barrett, par exemple, garde un discours très critique sur ces images. On peut lire à gauche, je citerai une partie, The machine failed to learn all of the proper attributes found in nude portraits and instead has fallen into a local minima where it generates surreal blobs of flesh. Is this how machines see people? Est-ce ainsi que la machine voit les gens et le monde de manière aussi distordue? C'est là peut-être qu'on comprend que la manière la plus efficace de faire prendre conscience des limites de l'intelligence artificielle, c'est de la laisser délirer. La laisser vraiment délirer, voir que si elle voit les gens de cette manière,
ce qu'elle voit, c'est n'importe quoi. Et si c'est à partir de cette vision-là qu'il faut décider des actes politiques, des décisions sociales, des décisions économiques, il y a vraiment un problème. Mario Klingemann, un artiste allemand qui en 2018-2019 était en résidence auprès du Google Cultural Institute à Paris, crée dans cette perspective aussi. Rien de très nouveau sous le soleil, ces images, sauf que c'est fait par une machine et que c'est hallucinant, la machine hallucine. Klingemann lui-même ne prétend pas que ce genre d'œuvre soit particulièrement intéressant d'un point de vue imaginal, esthétique et même historique. C'est le processus qui l'intéresse. Effectivement, on finit assez vite par trouver que ces images se ressemblent toutes. Ce sont des monstres et l'alias de Klingemann, Quasimodo, est pour cela très très bien choisi. Justification esthétique à la puissance des machines ou preuve par l'absurde de leur inutilité, voire de leur nocivité. Cette attitude ambiguë, contradictoire, parcourt en fait l'histoire de l'art depuis plus d'un siècle. Car les images d'hier peuvent aider à mieux comprendre celles d'aujourd'hui, de même que celles d'aujourd'hui incitent à regarder différemment celles d'hier. C'est autour de 1910 que les artistes commencent à vraiment s'intéresser aux machines et à travailler avec des machines. À cette époque, c'est la crise dans les milieux artistiques. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'art, vous avez certainement entendu parler du Manifeste du futurisme, publié en 1909 par l'italien Federico Tommaso Marinetti. Marinetti était un écrivain prolifique, à la recherche de stratégies pour se distinguer de la génération symboliste dans laquelle il avait fait ses classes et où il n'arrivait pas à percer. C'était un grand admirateur de D'Annunzio qui aurait bien aimé être comme D'Annunzio, sauf que bien sûr la place était prise. Donc Marinetti eut la bonne idée d'en appeler au futurisme, un terme qu'il n'avait pas inventé, d'en faire un manifeste. Là encore, la pratique n'était pas nouvelle. Faire des manifestes, c'est quelque chose qui apparaît dans les années 1880, une pratique inventée par les symbolistes qui se développe vraiment dans les années 1890. Mais la meilleure idée surtout de Marinetti fut de contredire totalement dans ce manifeste les valeurs des milieux de son époque, en valorisant la violence, en valorisant l'avenir contre le passé. Là, il était novateur. Encore une innovation, Marinetti lance son manifeste dans les médias et à l'échelle internationale, donc dans des réseaux bien plus larges que les cénacles artistiques et littéraires, et tout ça à la tête de toute l'Europe et bientôt du monde entier. Rappelez-vous, le système médiatique était en pleine explosion. En Suisse, vous connaissez peut-être l'histoire des débats autour de la séparation de l'Église et de l'État de 1907, qui a été extrêmement débattue dans la presse de l'époque. Pour la France, il y a bien sûr l'affaire Dreyfus qui avait montré à tout le monde qu'avec la presse, on pouvait changer complètement un rapport de force politique, culturel, social, grâce à l'intervention dans la presse. Grâce à sa fortune, parce que Marinetti était un héritier, il était très riche, Marinetti monte une véritable machine de propagande, publicité dans la presse, location de galeries et de salles prestigieuses pour organiser des expositions, des conférences et des soirées surmenées. Évidemment, on finit par parler du futurisme dans l'Europe entière. Autre stratégie intelligente de Marinetti, s'allier avec des artistes, ou plutôt aller chercher des peintres, trop heureux de soudain passer à l'avant-garde, alors que jusque-là, personne ne s'intéressait à leur peinture de type impressionniste et divisionniste un petit peu dépassée. La phrase la plus connue du manifeste du futurisme, c'est un manifeste assez long, mais qui vaut vraiment la peine d'être lu en détail, notamment en lisant son prologue. La phrase la plus connue fait l'éloge convaincu et agressif de la machine. Je cite: une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive est plus belle que la victoire de Samothrace. L'art était donc exclu soudain du domaine du beau. Désormais, le beau, c'était la machine. Et avec cela, les futuristes étalaient leur culte de la guerre, leur détestation des musées et de l'histoire, leur mépris de la femme, leur mépris plus encore de la maternité, tout ce que j'aime, moi qui suis historienne et mère de 4 enfants. Nos futuristes appelaient à toujours franchir les limites de l'impossible. Évidemment, pour aller toujours au-delà, il faut utiliser le progrès technique et pas les anciennes manières de peindre. En gros, il fallait utiliser tout ce que les artistes avaient méprisé jusque-là, eux qui s'intéressaient à la nature, aux sentiments. Quand on était impressionniste, les impressionnistes tournaient vers la nature, ou symbolistes, les symbolistes tournaient donc vers plutôt l'intériorité. Souvenez-vous, même Baudelaire avait craché sur la photographie.
À force de propagande et avec l'annonce d'une peinture futuriste, au printemps 1910, la plupart des groupes artistiques avancés du continent européen, tous ceux qui se considéraient comme des modernes, qui étaient considérés comme des artistes modernes, tous firent cette prise de conscience terrible. Le futurisme les ringardisait. Il les condamnait au culte du nu académique, au paysage borné ou au mieux à la peinture à la sauce de Cézanne et du fauvisme. En prétendant surtout faire advenir l'avenir, les futuristes condamnaient leurs collègues au passéisme. En février 1912, Marinetti loue la prestigieuse galerie Bernheim Jeune pour exposer à Paris cette fameuse peinture futuriste que personne n'avait vue, mais qui avait été décrite puisqu'il y avait eu un manifeste de la peinture futuriste en 1910. Et à partir de cette date, la peinture futuriste se met à circuler dans toute l'Europe, tout cela jusqu'à la guerre, jusqu'à même la Russie, en passant par l'Allemagne. Les peintures, tout d'un coup, devaient représenter le mouvement à la manière de la chronophotographie, des militaires, des voitures, des images scientifiques, tout cela obligeant, bien entendu, toute une génération à reformuler son rapport au temps, son rapport au passé, son rapport au présent, son rapport à l'avenir, tout comme son rapport à la création. Ce changement, on le détecte dans la production artistique internationale tout au long de la réception du mouvement italien, jusqu'aux années 20, où les tournées de Marinetti allèrent jusqu'en Amérique latine. Et que se passe-t-il dans les ateliers européens? Surtout après 1912, on vous note un succès étonnant des tableaux représentant des vélos, des trains, des aéroplanes, l'automobile, et après 1920, le paquebot. Encore en 1925, un jeune entrant dans le champ des avant-gardes, comme ce jeune Salvador Dali, peint des paquebots dans ses compositions mi-cubistes, mi-retour à l'ordre. 2 ans plus tard, au printemps 1927, Daly faisait l'éloge de la machine qui, je cite, a tout changé. Et il reprochait même à son ami Garcia Lorca de ne pas introduire d'aéroplane dans sa poésie. Dans la mêlée, un artiste un petit peu plus âgé que Dali, Marcel Duchamp. En 1911, il a 24 ans. Il a pris le train du l'avant-garde jusqu'à Paris. Il vient de Normandie. Mais ce train, il l'a pris toujours après les autres. Duchamp met en peinture dès cette époque son destin de cadet à la remorque de 2 frères aînés, Jacques Villon et Raymond Duchamp-Villon, passés comme lui, toujours avant lui, à l'impressionnisme, aux couleurs fauves, puis à l'architecture cubiste avant lui encore. Le Salon des Indépendants de Paris, en 1912, vient sceller sa malchance. Duchamp est débouté du groupe des cubistes avec son nu descendant l'escalier, un nu qui risquait de faire croire que le groupe auquel il appartenait, un groupe de cubistes qui s'était réuni pour faire face à l'attaque des futuristes, il risquait de faire croire avec ce tableau que ce nu imitait les tableaux futuristes exposés en fanfare quelques semaines plus tôt chez Bernheim Jeune. Pas de chance, Marcel avait fait ce tableau sans avoir vu les tableaux futuristes, mais effectivement, il avait lu tous les manifestes sur la question du temps, la question du mouvement, et il avait pu réfléchir à partir de cela comment travailler sur ces questions de manière picturale. Bref, Duchamp, menacé par ses collègues, retire son tableau, écœuré, et finit par quitter la scène artistique française pour prendre l'air à Munich auprès d'un vieux copain. Malchance, il retrouve à Munich tout ce qu'il fuyait, non seulement des tableaux d'origine de type futuriste, mais aussi des tableaux comme faits par un de ces artistes qu'il avait fait partir, qui s'appelait Robert Delaunay, des tableaux qui étaient alors exposés dans le quartier où il traînait sa déception. La réponse de Duchamp aurait été, c'est ce qu'on dit en général dans les histoires de l'art, d'arrêter la peinture. En fait, il passe au ready-made. Il prend alors ce parti de la machine jusqu'à l'absurde. L'une de ses premières œuvres de réponse au futurisme comme au cubisme, c'est une roue de bicyclette à l'envers, plantée par la fourche sur un tabouret. La roue singe les roues de Robert Delaunay, que je vous ai montré tout à l'heure. Elle moque son travail sur la vitesse pure, la lumière et le prisme chromatique. Duchamp se vengeait bien sûr de l'humiliation du printemps 1912. Mettre sur un piédestal une roue de bicyclette, c'était aussi un pied de nez aux futuristes, à leur esthétique de la vitesse, à la glorification du qui dit mieux. La roue tourne toute seule,
sur elle-même. Elle crée beaucoup plus efficacement la vitesse qu'une peinture à l'huile qui imiterait la chronophotographie ou le cercle chromatique. Voilà l'éternelle vitesse omniprésente, comme la recherchent les futuristes dans leur manifeste, l'éternelle vitesse omniprésente sans se déplacer. Sauf qu'à la différence des futuristes qui peignaient des machines et qui peignaient comme des machines, le choix de Duchamp et avec lui les dadaïstes, de Francis Picabia à Christian Schad et Hans Richter, le choix de Duchamp est de laisser les machines faire des œuvres complètement, abandonner les derniers relents d'autonomie artistique. Qu'il s'agisse d'objets industriels déjà produits par des machines que vous signez pour en faire des œuvres, ce qu'on appelle à la suite de Duchamp des ready-made, ou bien d'objets fabriqués par des machines, comme la machine du cinématographe, le photographe aussi, qui prend des photos, qui fait des images à votre place. Tous ces artistes ouvraient une filiation d'œuvres qui n'étaient pas créées par des mains humaines. Cette histoire de machine créatrice des années 1910 et 1920 est encore plus intéressante si on y injecte un petit peu d'anthroposociologie. Elle éclaire alors le siècle aussi d'après. Les années 2010 et les années 2020, c'est un contexte bien différent, mais le contexte est proche aussi. Qu'est-ce qu'on y voit? Même inflation des effectifs artistiques, mondialisation plus aiguë encore, accélération des possibilités de communication et de diffusion de l'information. Facebook a été créé en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, mais c'est surtout après 2010, année de la création d'Instagram, que la diffusion et la consommation d'images a augmenté de manière exponentielle. Il n'est pas étonnant de voir revenir à cette époque le genre des manifestes qui faisaient fureur un siècle plus tôt. Tout comme à l'époque des futuristes, les manifestes des années 2010, ici celui qu'on appelle le manifeste accélérationniste de 2013, ces manifestes se veulent artistiques, mais hors de l'art. Ils prétendent englober toutes les dimensions de l'humanité jusqu'à la politique. Dans les manifestes accélérationnistes divers, parus autour de 2010 et que vous trouvez sur Internet, comme au temps du futurisme, on trouve une idée prométhéenne de l'homme qui se fiche bien de la nature et des faibles, malgré son ancrage prétendu à gauche. Vaste polémique à ce sujet. D'ailleurs, après la publication du manifeste accélérationniste de 2013, ils avaient oublié l'écologie. Autre avant-garde prométhéenne qui veut faire un homme parfait et qui a aussi publié ses manifestes en plusieurs éditions, le transhumanisme. Fruit de ce genre de tendance, ces cliniques qui fabriquent des gamins pour acheteurs dans les ventres de femmes devenues esclaves, d'agences de fabrication du bonheur sur catalogue, les fameuses GPA, bonheur des riches, pas des pauvres, bien sûr, et tout cela avec une belle dose d'eugénisme. Mais revenons à nos moutons, nos futuristes d'hier et d'aujourd'hui. De manière étonnante, les réponses les plus aiguës à ces nouvelles mythologies sont celles d'artistes qui font imaginer les machines jusqu'à l'absurde, encore une fois. À mi-chemin entre nos années 1910 et nos années 2010-2020, l'historienne que je suis remarque une autre séquence importante dans l'histoire des machines créatrices, celle des années 1955-1970, qui incite à approfondir un peu notre analyse de l'art des machines et de son contexte. L'exemple le plus intéressant est celui de l'artiste suisse Jean Tinguely, un spécialiste des machines. Machines à dessiner, comme les métamatiques, machines à danser, comme le balouba perché sur un baril d'essence, machines autonomes, comme son hommage à New York de 1960. Les machines de Tinguely font n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. La machine, Bergson l'avait vue depuis longtemps, c'est ce qui fait le mieux rire. C'est peut-être pour cela que les artistes l'aiment autant. Tinguely arrivait à un moment où la parodie, surtout, était peut-être la meilleure manière de survivre au rouleau compresseur du système artistique en développement, ce que j'appelle dans mon dernier livre la naissance de l'art contemporain. La situation était structurellement proche de la crise des années 1910 dont je parlais tout à l'heure, mais en pire. La concurrence entre artistes s'accentuait à mesure que les collectionneurs et les musées des capitales industrielles et financières cherchaient la plus récente innovation. Les marchands montaient en épingle la moindre individualité nouvelle.
Depuis la reprise de la croissance vers 1951, tout le monde voulait éviter le recel d'œuvres vaudées par les nazis. On s'était donc jeté sur les œuvres récentes. Outre le fait que l'art moderne était considéré comme le gage de la démocratie, une bonne manière de se laver d'années de conservatisme, de collaboration, voire de soutien actif au fascisme et au nazisme. Concurrence donc plus aiguë, augmentation de la production, les artistes deviennent alors comme des machines que les marchands sollicitent sans cesse pour qu'ils leur livrent plus d'œuvres. En même temps, la population artistique augmentait et la jeunesse avait de plus en plus de mal à trouver sa place dans ce monde dominé par l'abstraction lyrique ou géométrique. Pensez à Pollock, par exemple, parmi les artistes abstraits lyriques les plus connus, en fait, un des moins connus de l'époque, quoi qu'en dise le mythe de la prétendue centralité de New York dans le monde de l'art après 45, ça c'est une autre question. Face à cette je dirais, inflation de l'abstraction lyrique, de l'abstraction expressionniste, les artistes, beaucoup d'artistes jeunes se mettent à travailler avec des machines ou de manière industrielle après 1955. Qu'on pense à Yves Klein, à Jean Tinguely, bien sûr, mais aussi les artistes du groupe Zero à Düsseldorf, en passant par ce qu'on a appelé l'art cinétique et l'op art. Ces artistes sont tous, sans exception, des déçus de l'abstraction. Ils n'ont pas réussi à faire leur place dans le monde de l'art abstrait, parce que là encore, les places étaient prises. Ils cherchent alors à sortir de l'alternative entre abstraction lyrique et abstraction géométrique. Ils industrialisent leur production, et ce faisant, ils répondaient parfaitement aux attentes du marché, faire quelque chose d'ultra novateur par rapport à l'abstraction lyrique qui inondait les galeries jusqu'à la nausée, mais aussi quelque chose qui pouvait être produit en grand nombre parce qu'il y avait de la demande. En même temps, ils détournaient des injonctions du marché jusqu'à l'absurde, mais toujours avec grand sérieux. En avril 1959, Yves Klein, camarade de Jean Tinguely, dépose des brevets des procédés techniques de réalisation d'œuvres d'art auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, avec des enveloppes solo. Le 19 mai 1959, il enregistre à l'INPI la formule de l'International Klein Blue, l'IKB, sa couleur bleue inimitable. Le mois suivant, c'est Jean Tinguely qui dépose à l'INPI le brevet du Métamatique, cet appareil à dessiner et à peindre. À la même époque, les artistes du groupe allemand Zero, Heinz Mack et Otto Pien se battaient pour imposer leur préséance sur le nom Zero, sur le mot zéro par rapport à Null aussi, alors qu'une exposition à Rotterdam était intitulée Zéro et qu'un autre mouvement s'intitulait Null, ce qui gênait bien ces artistes. Bref, on déposait sa marque. De même, Yves Klein et l'artiste grec Takis se confrontèrent au printemps 1960 à propos de l'invention des sculptures magnétiques à laquelle d'ailleurs Tinguely pouvait aussi prétendre. Ce machinisme, je le disais, était une réponse aussi bien à l'existentialisme ambiant, aux œuvres dégoulinantes de bonnes intentions des abstraits lyriques, qu'à l'injonction au progrès, à l'accélération des concurrences et à l'hyperproduction artistique des années 50 et 60. De manière intéressante, le machinisme vient aussi alors en littérature, en théâtre, en danse, en musique. À la fin des années 50, l'informaticien allemand Theo Lutz génère par ordinateur des textes stochastiques. 2 ans plus tard, c'est l'écrivain français Raymond Queneau qui publie ses 100 000 milliards de poèmes, une machine à fabriquer des textes par combinatoire. Les historiens ont recensé des groupes artistiques créant avec des ordinateurs dès 1966-67. C'est l'époque de la Cybernetic Serendipity, titre d'une exposition à l'Institut d'art contemporain, l'Institute of Contemporary Arts de Londres en 1967, ou du Software Art au Jewish Museum de New York en 1970. Toutes ces œuvres éliminaient l'auteur du processus créatif. Comme un pied de nez à l'attente toujours plus aiguë du marché, des individus géniaux, une affirmation paradoxale donc de la liberté de l'artiste, justement par la suppression de l'artiste, celle d'une capacité à renoncer à l'innovation formelle tout en s'accaparant un autre type d'innovation, celle de la technologie. Non plus l'innovation par le geste, celui du génie, mais l'innovation par la technologie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce lien entre mondialisation des concurrences artistiques, hyperproduction artistique, hyperproduction aussi de ce qu'on appelle les mèmes, aux deux sens du terme, des œuvres qui se ressemblent,
et des formules qui circulent partout. Et en même temps, la crise de renouvellement de la création, la crise de succession des générations, donc une crise sociale de l'art et le recours aux machines. Jamais autant d'images n'ont été produites. Et il est possible même qu'il n'y ait jamais eu plus d'artistes déclarés qu'à notre époque. Le monde de l'art contemporain est devenu une industrie parmi d'autres dans ce mode de surproduction volontaire où l'on produit tellement qu'on a même inventé pour produire encore plus l'obsolescence programmée. En lien avec cette double inflation du nombre d'artistes et du nombre d'œuvres, il y a aussi la réussite à retardement des artistes. Il faut encore plus d'années pour percer aujourd'hui qu'il y a 50 ou 100 ans. Aujourd'hui, vous pouvez avoir plus de 45 ans et sortir à peine d'une thèse de doctorat artistique, le doctorat artistique, élément s'il en fallait de cet allongement de la période de jeunesse dans les milieux artistiques. L'intérêt des artistes pour le code, qui n'est pas accessible à tout le monde, fait partie, soyons pragmatiques, de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait des stratégies de distinction, outre le fait que la création artificielle permet de subvertir la logique de l'art contemporain tout en l'accomplissant parfaitement. Vous faites du très nouveau, vous êtes très différent et en même temps vous le critiquez. Mais avec ces créations non faites de mains humaines, les artistes nous parlent aussi des crises qui minent le monde de l'art et ils nous en parlent directement. Le philosophe Hartmut Rosa relie l'histoire de la modernité à l'aune de la notion d'accélération. Et je me propose de faire de même pour l'art des années 1910 et des années 1950 et 60, comme pour celui des années 2010 et 2020. D'après notre philosophe allemand, cet héritier de la fameuse école de Francfort, l'innovation technique, accélération de l'innovation technique, celle du changement social, celle du rythme de vie, l'accélération telle qu'il l'a décrit s'auto-alimente plutôt qu'elle ne dégage du temps pour vivre et pour se sentir vivre. Pour Rosa, l'un des effets principaux de cette accélération, c'est la souffrance, la dépression et la démobilisation des acteurs. Ça, c'est le point de vue de l'approche critique. Mais on pourrait dire aussi que confier sa créativité aux machines, accepter l'accélération par les machines, l'accélération de l'art, de la création artificielle, on pourrait penser que c'est certes un symptôme de fatigue, mais qu'aussi les œuvres faites avec des machines montrent un autre effet possible de l'accélération. Le fou rire, l'absurde, ce moment soudain où vous vous retournez, vous prenez la place du spectateur plutôt que celui de l'athlète surentraîné et vous vous rendez compte que la machine va n'importe où, qu'elle fait n'importe quoi. Et que franchement, c'est très marrant. Et qu'on ne peut pas prendre ça au sérieux, mais aussi que c'est autodestructeur. Les machines de Jean Tinguely finissent toujours par exploser. Elles tournent sur elles-mêmes, elles s'amusent, elles gribouillent n'importe quoi. Elles finissent toutes par rouiller un jour ou l'autre et compliquent bien sûr le travail des conservateurs de musées. Certaines même s'auto-détruisent. Certains artistes contemporains jouent aussi sur le machinisme créateur jusqu'à l'absurde et nous incitent à réfléchir plus avant. C'est la démarche du Predictive Art Bot, du collectif d'innovation. Je cite Predictive Art Bot, un algorithme spécialisé dans la prédiction de concepts artistiques publié quotidiennement sur Twitter. Il libère les artistes des contraintes de la créativité en leur fournissant un flux permanent d'idées encore inoccupées par l'homme. Fin de citation. Le robot donc prédit le futur de l'art contemporain pour émanciper les artistes des contraintes de la créativité, belle parodie des prophéties transhumanistes dont le résultat est en fait, soyons sérieux, une série de banalités artistiques stupides et peu intéressantes. Au problème, puisque tout semble avoir déjà été fait, pourquoi ne pas confier notre imagination aux machines? D'innovation répond que la question est mal posée. Un artiste crée en fait comme une machine. Il crée à partir des images qu'il a déjà vues, comme une machine, mais son originalité, c'est d'en faire quelque chose de toujours un petit peu différent. Les œuvres faites avec des machines n'ont d'automatique que la génération d'images parmi lesquelles l'artiste finit toujours par choisir. C'est lui ou elle, au final, qui décidera que telle composition est plus intéressante que telle autre. C'est lui qui générera l'exposition. C'est lui qui décidera de la manière dont les écrans sont affichés, de la taille des écrans, etc. Et
Comment le fera-t-il? À partir de sa propre culture visuelle et de ce qu'il pense susceptible de susciter l'intérêt dans le public qu'il vise à une époque donnée. C'est là que les facteurs de la création ne sont pas réductibles à des éléments plastiques qu'un algorithme quantifierait. Il y a du contexte social, de l'amour et des haines, de l'agacement, des prises de position idéologiques et même du feeling, un peu de folie et pas mal d'inconscient. C'est ce qu'on perçoit dans le travail du plasticien franco-canadien Grégory Chatonsky, surtout lorsqu'il lance des algorithmes dans ce qu'il appelle hyperproduction d'images, de mots, de musique, de films. Ce travail est assez déstabilisant. Chez Chatonsky, il y en a partout, ça déborde. Cette machine, par exemple, qui crée sans cesse de nouveaux morceaux de musique, elle créera peut-être un jour une œuvre parfaite, la plus belle musique du monde, celle qui devrait avoir le succès le plus grand. Sauf que personne ne l'entendra. C'est là qu'il faut réfléchir plus avant. Qu'est-ce qui fait l'œuvre? Sinon un public, mais aussi de la chance, des conditions de production, de distribution, de promotion. Pour qu'une œuvre existe, la fameuse créativité ne suffit pas. Il faut des gens qui regardent, il faut une société, il faut un marché, il faut de la logistique aussi. Ce qui fait exister l'art dépend de réalités bien plus complexes et bien plus efficaces que le vaste, trop vaste monde d'Internet, qui est en fait un monde très petit, malgré sa capacité à produire à l'infini et à donner l'impression qu'il nous produit l'infini. On pensait l'avoir bel et bien enterrée, la créativité. La technophilie ambiante veut d'autant plus la ranimer qu'elle fuit ce que le poète Arthur Rimbaud appelait la réalité dure à étreindre, la logistique notamment, la société, le social. L'art au rythme des machines traduit toutes ces ambiguïtés en même temps qu'il suggère bien des misères autant que des enthousiasmes. Les machines artistes semblent accomplir le rêve moderniste, dont, quoi qu'on en dise, nous ne sommes pas sortis. Elles semblent totalement autonomes, ce que nous ne sommes pas autonomes, et qu'un artiste tout futuriste ou accélérationniste qu'il soit ne sera jamais. L'autonomie, comme l'expliquait Jean-François Lyotard dans le catalogue de l'exposition Les Immatériaux en 1985, c'est encore une des hautes ambitions des postmodernes. Cette exposition, Les Immatériaux, s'intéressait notamment au code et à la création artificielle. Lyotard y associe l'autonomie à ce qu'il appelle l'auto-engendrement. Ne plus avoir de père, ne plus avoir de mère, ne plus dépendre de personne pour sa propre création. À rebours de la sagesse ancestrale qui incite à honorer ses parents, ne serait-ce que parce qu'un jour aussi on sera des vieux, les avant-gardes technophiles depuis un siècle ont voulu arriver à l'âge adulte plus vite que la musique. Et les futuristes en effet crachaient sur les mères et sur les pères, sur leurs mères et sur leurs pères. Duchamp et Picabia, eux sont allés beaucoup plus loin que les futuristes. Ils sont passés à une émancipation symbolique de toute filiation. Plus besoin de cracher sur les pères et sur les mères, on s'en passe. Les œuvres des années 1910 et 1920, leurs œuvres prennent des titres comme Fille née sans mère, mariée mise à nu par ses célibataires. Ils se passaient de père et de mère, plus besoin donc de s'y opposer. Lorsqu'on passe au régime des machines et qu'on met le doigt dans l'engrenage de l'hyperproduction des machines, la question du temps et des transmissions devient vertigineuse. C'est peut-être qu'il y a tellement de choses à transmettre que le poids du présent est lourd et devient même insupportable. On ne peut plus être un fils, on ne veut pas plus être un fils qu'être un père. Certains artistes qui travaillent avec des IA ont repris cette question des crises de filiation symbolique à bras le corps. Chatonsky, dont je parlais tout à l'heure, a un portfolio prolifique. Toutes les œuvres sont toujours accompagnées de textes explicatifs. Un groupe d'œuvres, notamment, est rassemblé sous la catégorie extinction. Il traite explicitement d'un monde sans nous, without us. Plusieurs de ces expositions sont, je cite, les traces techniques de notre disparition, une extinction anticipée pour mieux comprendre notre présent. Fin de citation. Un monde du futur, donc, où il n'y aurait plus personne, ni père, ni mère, ni enfant, sauf dans ce monde futur de notre passé, sauf des machines ensablées dans la poussière de notre avenir. Parmi les œuvres de Chatonsky, dont je disais tout à l'heure qu'elles sont toutes très commentées, une n'a aucun commentaire. Elle s'appelle Self-Parent. C'est une machine. Le jusqu'au boutisme de la création par machine mène à cela.
comme une circularité permanente des machines inhumaines, vides, un néant, dont on ne sait même plus quoi dire, sinon que ce monde est franchement hostile et qui rend l'avenir terrifiant. Il est temps de conclure. L'alliance entre l'art et les machines depuis un siècle est des plus intéressantes parce qu'elle nous parle autant de l'art que de sa place dans nos sociétés, donc de nos sociétés. Est-ce qu'il est facile de devenir un artiste aujourd'hui? Quelle place faisons-nous aux nouvelles générations des artistes? D'un point de vue socio-anthropologique, je suis frappée de voir ressurgir des pratiques de création artificielle lors des crises sociales du monde de l'art. Dans les années 1910, les années 1950, les années 2010, la recette semble être la concomitance d'un coup d'accélération de la circulation technologique des images et d'une crise sociale, morale, esthétique, d'une population artistique oppressée par la croissance de son propre marché, par la concurrence accrue et par l'injonction permanente à produire de nouvelles œuvres toujours plus originales. Si les artistes ont puisé des possibilités d'innovation radicale dans la pratique d'un art mécanique et déshumanisé, ils ont trouvé aussi dans cette approche une manière de critiquer leur époque et de contourner les contraintes auxquelles ils devaient faire face. Ils ont montré et montrent encore avec des machines que faire de l'art, c'est une histoire de machination. Leurs œuvres suggèrent aussi que l'injonction moderniste à faire du nouveau, dont on n'est pas du tout sorti, quoi qu'on nous en raconte sur la postmodernité, cette injonction se méprend, complètement sur ce qu'est l'art. Les œuvres machines ne nous disent pas du tout que la création est un renouvellement permanent. Elles disent le contraire de ce que proclament les manifestes futuristes et leurs arrière-petits-enfants, les accélérationnistes. Elles disent que l'art est répétition, même et surtout lorsqu'il recourt aux machines. Ces œuvres suggèrent aussi une relation entre l'humain et la machine qui ne tomberait pas dans le mythe d'une délégation aveugle, pas plus qu'elle ne tomberait dans le rejet angoissé de la machine et de sa menace. Il suggère une collaboration intelligente où la machine est un outil, mais un petit peu plus qu'un outil. Peut-être une mécanique à produire du hasard, donc des idées et des surprises que d'autres artistes cherchaient déjà par d'autres moyens que le machinisme. En même temps, ces œuvres faites par des machines, plus qu'elles ne dévoilent les limites des machines, elles éclairent les contradictions de la société de l'accélération et de l'hyperproduction, et notamment les contradictions de la société de l'hyperproduction d'images. Elles en montrent la face solitaire, stérilisante, déprimante même pour pas mal d'artistes. Elles le font heureusement avec beaucoup d'humour. Peut-être contribueront-elles à une révolution symbolique où la hiérarchie fausse du futurisme sera remise à sa place au profit d'une vision du monde plus incarnée, moins sérieuse, moins orgueilleuse, mais bien plus enrichissante que la foi aveugle dans les technologies. Merci pour votre attention. Merci, professeur Joël Prunel, pour cet exposé qui est magnifique et plein d'informations et tout à fait à propos de notre thème de la création et la création par les machines. On voit que la révolution numérique a affecté aussi le domaine artistique que le domaine de notre vie sociale. Et l'ironie, c'est que ce soir, nous devons utiliser la technologie pour pouvoir discuter d'un thème qui fait intervenir justement les machines entre les hommes. Et je trouve que c'est un peu ironique et c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup. C'est fascinant ce que vous nous avez présenté. Et j'ai quelques questions à vous poser, à défaut de pouvoir faire participer les spectateurs qui nous regardent, mais qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer. Et comme première question, je voulais vous poser la question, vous avez parlé dans votre exposé de libérer, que l'intelligence artificielle peut libérer du fardeau d'imaginer de nouvelles choses. Mais l'imaginaire, ce n'est pas justement ce qui nous différencie, entre autres, des machines, aussi intelligentes soient-elles. Est-ce que ces machines, comme dans le diagnostic médical par exemple, ne seraient pas plutôt une aide aux artistes en manque d'imagination ou pourraient éventuellement remplacer un manque de talent, dans certains cas, pour produire des œuvres sans trop se fatiguer? Ouais. Alors ça pose de réels problèmes. Enfin, le premier, ce serait, imaginer c'est un fardeau ou pas? J'ai l'impression que ça l'est devenu tellement justement la pression du modernisme, la pression à l'innovation, est lourde depuis plus d'un siècle et donc effectivement, pour certains artistes, c'est un fardeau. Après effectivement aussi, vous avez complètement raison,
les machines, plus que remplacer les artistes, ce qu'elles font, c'est qu'elles leur donnent des idées. C'est ce Mmh. côté un peu sérendipitique, que peut avoir, la production, automatisée d'images et qu'assume complètement, par exemple, un artiste comme Chatonsky que je cite plusieurs fois dans la conférence. Lui, actuellement, là, il fait par exemple, il écrit un livre, il vient d'écrire un livre, heu, qui part, un petit texte qu'il écrit, qu'il donne à GPT-2, 3 même, qui est une intelligence artificielle qui écrit des textes de manière assez puissante. Et puis, quand ça lui plaît, il garde et puis il en rajoute et puis hop, il repart avec la machine et puis hop, il en rajoute un petit morceau, et cetera. Donc effectivement, un bel outil pour, pas nécessairement d'ailleurs ce serait pas une béquille, je pense pas que c'est nécessairement une béquille parce que l'artiste dans ce cas-là, il a encore plus d'idées. Mmh. Il n'est pas remplacé par la machine, ni juste aidé par elle. Il est sollicité, stimulé, c'est ça peut être un beau partenaire de créativité, je crois, effectivement. Une aide à combattre la page blanche Ouais, de l'auteur. exactement, Tout à exactement. fait, tout Ouais. à fait. Merci. J'avais une autre question concernant, les manifestes. J'étais surpris, dans votre exposé, vous parliez du dernier manifeste qui a été, publié en 2013 Mmh mh. sur l'assélectionnisme. Mmh. Comment ces manifestes peuvent persister à une ère où on est en plein Wikipédia, Instagram et cetera? Là, on revient un peu en arrière sur une façon de communiquer. Et puis, quel est vraiment l'impact de ces manifestes? Est-ce que ça a la même pénétration que d'autres moyens qu'on a aujourd'hui Mmh. pour le distribuer, en fait? Ouais. Alors moi aussi j'ai été très étonnée de trouver ces manifestes et après en creusant un peu, on en trouve encore d'autres. Par exemple, j'ai pas cité, les manifestes, j'ai oublié leur nom, mais féministes, écologistes, écologico-féministes, il y en a pas mal depuis les années 2010 justement. Heu, je dirais que mon impression, hein, parce que c'est évidemment ce sera à creuser et approfondir. Mon impression, c'est que ce qui compte dans ces manifestes, c'est pas, qu'ils circulent. Enfin si, évidemment, il faut qu'ils circulent et puis oui, ils circulent par les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est qu'ils existent. C'est cette idée de rentrer, dans un champ, de manière un peu virulente, voire même très virulente, affirmer des idées, s'opposer à tout le monde, expliquer que, on propose mieux, quoi. Et donc c je pense pas que l'évolution actuelle des réseaux sociaux ait rendu les manifestes, dépassés. Je pense pas. Est-ce qu'ils ont une légitimité, une pérennité qui est supérieure à ce qu'on pourrait lire, sur les réseaux sociaux qui sont très, très éphémères finalement? Alors oui, peut-être parce qu'ils ont fait leur chemin dans des milieux intellectuels et artistiques en même temps. C'est-à-dire, c'est des Mmh. milieux où on continue à lire des livres, on en lit Ouais, c'est ça. beaucoup et on cite des auteurs, on on fait de l'exégèse de certains textes, hein. Même maintenant, aujourd'hui, dans le monde de l'art contemporain, c'est un monde où la philosophie est très importante, où la théorie est très importante. Donc je pense que c'est plutôt lié à ça, un besoin d'approfondir des idées, très très nettement, qui du coup ne correspond pas aussi, à la philosophie du tweet à quelques Mmh caractères, hein. mh. Mmh Et mh. donc dans Mmh. ce cas, on pourrait dire les réseaux sociaux ont permis de faire circuler ces informations, ces manifestes, mais ce sont des liens qui circulent et après les gens vont chercher les textes, plus Plus loin. complets. Après, mon impression, c'est que les manifestes, sont pas liés à un système de communication particulier ou de circulation de l'information, mais plutôt qui sont liés à un état du champ de la profession, quoi. C'est-à-dire, il y a un Mmh. moment où il y a de la place, où il y a pas de la place pour des jeunes. Il y a des postes où il y a pas de postes, enfin Mmh. c'est très, très concret, hein. Mmh mh. Et Mmh. les jeunes, il y a certains groupes qui ont besoin d'exister et qui se groupent et qui du coup font une espèce de effet de masse pour faire entendre et en général ça fonctionne parce que les personnes qui ont écrit ces manifestes, il y a en 2013, c'était des chargés de cours, dans des universités, plutôt dans des en tout cas pour le manifeste, accélérationniste, c'était des chargés de cours entre des philosophes, thésards de philosophie ou jeunes docteurs en philosophie, chargés de cours en général en école d'art, mais maintenant ils ont des postes.
Ils ont fait D'accord. connaître leurs pensées et ça a marché, Donc, il y a tant eu un mieux pour effet, eux. il y a eu un effet Voilà, positif. voilà. Ouais, c'est intéressant. Une dernière question, mais qui elle est plus technique alors, puisque il y a la grosse question qu'on se pose toujours de la propriété intellectuelle. Vous Mmh. disiez que le software art avait pour effet d'éliminer l'auteur du processus créatif. Mmh mh. Alors, quel lien reste-t-il entre l'œuvre d'art et son créateur? Mmh. Bah, bon, c'est une vraie question, qui s'est vraiment posée notamment quand il y a eu cette vente aux enchères là Oui. de ce tableau, Portrait d'Edmond de Bellamy. Mon impression, parce qu'après j'ai pas complètement, le dossier, je ne maîtrise pas le dossier juridique, mais d'après ce que j'ai lu, il y a eu vraiment des interrogations sur, à qui vont les droits d'auteur. Est-ce qu'on peut faire un droit de suite, par exemple? Dans le droit européen, il y a un droit de suite. Quand une œuvre est vendue, il y a un petit pourcentage qui va ensuite aux artistes. Là, en l'occurrence, les auteurs, ce sont plutôt les auteurs de l'algorithme. Alors, Mhm. pour ce qui est de l'œuvre d'Edmond de Bellamy, ce sont les auteurs de l'algorithme qui ont reçu l'argent. Donc tout allait bien. En revanche, la question se pose vraiment, est-ce qu'il y a une responsabilité quand on va être dans des images, peut-être, médicales ou pour des images qu'il s'agit d'analyser quand on fait de la voiture autonome? Donc, il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui travaillent sur ces questions et à mon avis, on va avoir, assez longtemps des on risque d'avoir des foires d'empoigne assez longtemps parce que si, par exemple, la Commission européenne, j'ai lu récemment, avait proposé plus ou moins, quelque chose comme comment dire? Une identité, de l'intelligence artificielle, voilà, ou des robots, alors je retrouve l'expression, une personne électronique ce serait un robot qui prend des décisions autonomes de manière intelligente ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers. Sauf que si le robot en question, il va écraser une mamie en train de traverser la rue, est-ce que ce sera juste la voiture qui sera responsable? Est-ce que ce serait pas mieux de dire: «Mais attendez, qui a produit, le robot et s'en lave les mains derrière?» Enfin, vous voyez, je crois qu'il y a des vrais débats qui sont beaucoup plus importants en dehors de l'art que Exactement. que du côté de l'art. Et Tout là, à il fait. faut que nous, les citoyens, nous soyons vigilants, je dirais. Oui, on se fait un peu dépasser par ces développements et la législation ne suit pas vraiment. Mmh. Alors d'un côté, il faudrait reconnaître la créativité de celui qui a créé l'œuvre, enfin l'outil pour faire l'œuvre. Et Mmh. d'un autre côté, c'est vrai qu'on ne peut pas donner la responsabilité à celui qui a fait l'outil de tout ce qui se passera avec Mmh. l'algorithme qu'il a développé. Mmh. C'est compliqué l'intelligence artificielle. Très compliqué. En tout cas, merci mille fois. C'était vraiment un plaisir de vous écouter et je suis Merci à ravi vous. que vous ayez accepté cette conférence. Je pense que ça a aussi permis à pas mal de gens de vous suivre en ligne ce soir et je vous souhaite tout le succès pour votre nouvelle position ici à Genève. On est ravis de vous avoir à la faculté à Genève et bonne chance pour la suite et Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, professeur Merci, Ratib, et pour cette invitation et à une prochaine fois. merci bien. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.